Très bien, donc bienvenue donc sur cette conférence, cette webconférence qui s'inscrit donc dans un cadre donc général donc sur la transition écologique et le développement durable. Et la séance d'aujourd'hui, qui est la 5e, est consacrée à des questions un peu conceptuelles. En fait, quels sont les concepts qui sous-tendent le développement durable? Alors, je rappelle un peu le cadre de cycle de conférence. On a démarré donc sur les questions de diagnostic général. On a posé les questions comment on passe du diagnostic à l'action. Ensuite, le développement durable a été traité donc d'une part par l'aspect historique, d'où il vient, comment il s'est élaboré, et on a aussi fait la même chose sur la responsabilité sociétale, donc aussi son histoire et ses origines. Et puis aujourd'hui, donc on est sur la séance 5, les concepts liés au développement durable, et la prochaine séance aura lieu le 30 septembre et portera sur la RSO, la responsabilité sociétale, et notamment l'ISO 26000, et vous voyez les autres sujets qui seront envisagés progressivement. Alors, ce cycle de conférence a été ouvert au début uniquement aux membres du pôle, et on a décidé au moins pour cette conférence de l'ouvrir au-delà, ce qui explique qu'on a un peu plus de participants que simplement les membres du pôle national éco-conception. Donc voilà, alors je vais commencer d'abord à rappeler une définition du développement durable. Alors en fait, on se réfère souvent à cette définition parce que c'est la première historique, hein, c'est le rapport Brundtland, la commission Brundtland avait été saisie par les Nations Unies pour préparer la conférence de Rio de 1992. Et donc, 5 ans avant cette conférence, un rapport d'experts a été élaboré pour donner des éléments de cadrage à une nouvelle réunion sur l'environnement qui est le développement cette fois-ci, donc en 92. Et donc, dans ce rapport, il est proposé une définition donc, du développement durable. Alors, pour la petite histoire, le développement, Sustainable Development en anglais, a été traduit d'abord dans la première version de sa traduction développement soutenable, et puis après, on a migré pour une définition, enfin pour une traduction moins que j'aime moins, mais enfin qui est celle du développement durable. Donc, quand on voit le rapport Brundtland lui-même, la traduction, c'est soutenable. Donc, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. Donc ça, tout le monde la connaît, cette définition. La deuxième phrase est un peu oubliée, et c'est pourtant elle qui cadre complètement le sujet. Elle dit « Deux concepts sont inhérents à cette notion. Le concept de besoin, et vous voyez que c'est entre guillemets le mot besoin, et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d'accorder la plus grande priorité. » Premier élément, donc l'aspect éthique, d'équité. Et puis, deuxièmement, est l'idée des limitations que l'état de notre technique et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. Donc là, vous voyez que la question, la limite, ce n'est pas les limites planétaires finalement, c'est nos techniques ne sont pas bonnes et notre organisation sociale non plus. Alors en fait, on a, donc en France, on a adopté la charte de l'environnement, donc en 2005, qui est une charte constitutionnelle qui a été mise dans la Constitution au même niveau que les droits de l'homme de 1789. Et cette charte a 10 considérants et 10 articles. Alors, le 7e considérant donc, nous dit bien qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. Donc, on voit qu'on reprend en fait Brundtland, mais en reprenant l'aspect solidarité ou équité, pas simplement transgénérationnel avec les générations futures, mais aussi avec les générations actuelles. Donc, vous voyez que ces deux éléments de la phrase de Brundtland sont repris d'une certaine façon dans ce 7e considérant. Et puis, il y a l'article 6, c'est une charte sur l'environnement, mais néanmoins, elle met en perspective le développement durable dans son 6e article. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Donc voilà la forme sous laquelle le développement durable est rentré dans la Constitution. Alors c'est très bien, ces définitions, elles sont essentielles, mais en fait, ce qui donne du corps en fait au développement durable, c'est à la fois les principes que l'on va mettre en œuvre pour pouvoir mettre en œuvre ce développement durable, le champ concerné, quelles sont les thématiques, les problématiques qui sont concernées par cette question de développement durable,
les moyens de mise en œuvre et aussi les systèmes d'évaluation. Donc c'est en fait tout cela qui fait système et qui fait le développement durable. Alors, il y a eu beaucoup de discussions sur comment aborder la relation entre le développement et l'environnement. À Rio, on ne parlait que d'environnement et de développement. Et il y a quelques temps après, en 92, hein, on doit ça à John Elkington, donc d'une association qui s'appelait Sustainability, qui a proposé alors ça visait plutôt les entreprises, et le thème c'est le trip bottom line. Donc alors bottom line, c'est la dernière ligne du compte de résultat, hein. Donc vous voyez, c'est lié à la finance, hein, au compte de résultat. Et donc l'idée d'avoir une ligne, les résultats de l'entreprise soient à la fois économiques, sociales et environnementales. Alors ça a été popularisé notamment à travers l'idée du triple P, hein, People, Planet, Profit, donc une sorte de réconciliation. Alors en mettant le profit plutôt que l'économie, ça fleure bon le capitalisme aussi, donc ça a suscité quelques je dirais, réticences. Alors, le schéma d'en dessous a été une façon d'illustrer, il a beaucoup été utilisé en France, hein, d'illustrer cette interaction qu'il y a entre la société, l'économie et la nature, hein, donc avec ces trois composantes, ces trois piliers, et avec, bon, vous voyez ce schéma, le durable, ce serait l'interaction des trois, et regarder uniquement la question économie et société, ce serait l'équité, l'équitable, l'économie et la nature viable, et puis la société et la nature vivable. Alors ça tient un peu du slogan, mais c'est ça qu'on avait utilisé en France, pas mal. Alors en fait, derrière tout cela, il y a quand même deux visions qui se sont rapidement opposées, enfin qui sont opposées en matière de durabilité. Il y a ce qu'on appelle la durabilité faible, c'est-à-dire de se dire que finalement, le patrimoine naturel qu'il faut transmettre aux générations futures, il peut être substitué par un capital technique ou économique. Donc, d'accord, on dégrade un certain nombre de ressources naturelles, mais on a les moyens de produire les mêmes choses par de la technique, et donc finalement, on transfère aux générations futures un capital, et donc on pouvait facilement passer du capital naturel à un capital technique ou économique. Donc ça relève à une vision, vous voyez, j'ai mis ici l'économie comme englobant, la société à l'intérieur et puis la nature à l'intérieur. Donc une sorte de vision de priorité à l'économie et à la société vis-à-vis de la nature. Deuxième option et deuxième approche qui est évidemment inverse à celle-ci, c'est l'idée de mettre la nature au cœur. On est immergé, la société humaine est immergée dans la nature, et donc c'est la nature qui dicte quand même beaucoup de règles, et que nous sommes un sous-ensemble des écosystèmes, finalement, la société humaine, et puis à l'intérieur, l'économie, qu'une partie des activités de la société. Donc ça, c'est une autre vision du monde. Donc il y a eu beaucoup alors, il y a toute une école autour de l'économie écologique. Et donc, dans cette vision, le patrimoine naturel n'est pas substituable et doit être transmis aux générations futures en tant que capital naturel. Alors, depuis a émergé et est en train d'émerger aujourd'hui une dernière vision qui est celle de la durabilité absolue. C'est en fait vraiment de prendre en compte formellement les limites écologiques, c'est-à-dire les éléments de l'environnement qui, au-delà duquel, de l'exploitation desquels, on ne doit pas dépasser certains seuils. Alors, on l'a évidemment sur le climat, hein, puisque on se donne un objectif de 1,5 degré, voire 2 degrés d'augmentation de la température, ce qui évidemment se décline ensuite en limite des émissions de gaz à effet de serre, et donc le développement doit s'inscrire à l'intérieur de cette équation, donc c'est le bas carbone. Et donc cette idée, elle est déclinée sur l'ensemble des questions limitées. Je l'avais évoqué cette question dans la première conférence sur les limites écologiques. Donc voilà un peu les options qui sont en face de nous. Ensuite, la mise en œuvre opérationnelle, et en quoi finalement le développement durable est venu introduire d'autres approches par rapport à celles que l'on connaissait. C'est celle donc le débat finalement politique depuis l'origine de la politique et notamment l'émergence du capitalisme, c'est quelle relation il y a entre la société et l'économie.
qui doit dicter quelles sont les règles économiques que la société doit adopter, comment l'économie doit être au service de la société. Alors ça, c'est le débat politique traditionnel qui est bien calé sur des approches droite-gauche, etc. Enfin, c'est tout le capitalisme, l'anticapitalisme, enfin tout ceci est assez bien connu en termes de débat. La problématique environnement, l'irruption finalement dans le processus de la nature, nous fait prendre en compte dans le champ politique à la fois la question des ressources, et notamment les ressources directement tirées des écosystèmes, on parle de services écologiques, et puis les pollutions qui vont détruire la nature, mais aussi nous-mêmes, puisque nous sommes aussi partie prenante des écosystèmes. On est aussi des êtres biologiques qui peuvent être touchés par les pollutions, donc d'où le lien entre santé et environnement. Et donc, cette dualité que l'on voit ici entre les ressources d'un côté et les pollutions, on le retrouve dans l'article 6 de la Charte de l'environnement que j'évoquais tout à l'heure, qui dit les politiques publiques donc, doivent promouvoir un développement durable. Elle concilie la protection et la mise en valeur. Donc, il y a une dualité, on ne protège pas uniquement, on protège avec la logique aussi de mise en valeur. Et donc, je pense que c'est un point important par rapport aux politiques, entre guillemets, de protection de la nature. Il y a une approche utilitariste, un peu plus de l'environnement, en disant on puise nos ressources, on les protège aussi parce que on puise nos ressources dans la nature. C'est toute la question des services écologiques que j'ai évoquée, et puis d'autres questions que nous évoquerons dans une conférence qui sera qui sera focalisée sur ce point-là. Alors en fait, on a donc cette idée de, entre guillemets, de piliers. On entend beaucoup cette expression, les 3 piliers du développement durable, certains rajoutant un 4e, la gouvernance, on peut toujours varier. Mais le problème, c'est un pilier, ça veut dire qu'ils sont les uns à côté des autres et puis ils tiennent quelque chose. En fait, là, on n'est pas sur des piliers, on a bien une vision où on a la nature, c'est la condition de la vie, c'est la condition de base de l'existence. L'économie, c'est un moyen de fournir des services à la société et aux humains dans la société. Donc, il y a les conditions, les moyens et les objectifs. Donc, cette approche donc des 3 piliers du développement durable est une approche qui est un vrai piège et donc est source de confusion. Alors, la déclaration de Rio, puisque la conférence de Rio, c'est elle qui a entériné, comme je l'ai expliqué précédemment, le développement durable, qu'il a mis en œuvre au niveau politique, qu'il a adopté au niveau politique, et donc elle a énoncé un certain nombre de principes. En fait, il y a beaucoup de ce qu'on a appelé des principes qui sont simplement des objectifs. Néanmoins, le principe 4, donc le principe 4, c'est vraiment un principe très élevé, puisqu'on commence par 1 et donc avec des principes qui sont de moins en moins importants. Donc le principe 4 dit, pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément. Donc il y a vraiment cette nécessité d'intégration, c'est ce que je ne montre pas dans ma figure puisque je les avais séparés, mais en fait c'est bien cette intégration de l'environnement dans les politiques de développement. Donc ça c'est vraiment l'objectif de démarrage. Alors maintenant, à quel niveau, qu'est-ce que c'est le développement, qu'est-ce que c'est l'environnement? Alors, il y a une façon d'illustrer cette question qui a été, je dirais, qui a eu beaucoup de succès. Donc, c'est un de mes doctorants, Aurélien Bouteau, qui a proposé cette illustration en appliquant donc l'empreinte écologique. Alors, je rappelle, l'empreinte écologique, c'est regarder les ressources que nous utilisons et voir quelle surface biologique productive serait nécessaire pour fournir, donc par les écosystèmes, ces services. Donc c'est vraiment, on va passer si on passait uniquement à des ressources tirées des écosystèmes, eh bien voilà la surface qu'on devrait utiliser. Et donc, en généralisant, savoir si tout le monde avait ce niveau de vie, eh bien combien de planètes il faudrait pour fournir ces ressources. Alors ça, c'est l'empreinte écologique et il l'a croisé avec le développement et comme indicateur de développement, il n'a pas pris le PIB ou le PNB, enfin donc uniquement l'économie, mais l'indicateur de développement humain qui est un indicateur des Nations Unies composite dans lequel on va retrouver l'éducation, enfin un certain nombre de biens. Et l'objectif des Nations Unies, c'est atteindre 0,8. C'est-à-dire considérer que le niveau suffisant de développement serait 0,8 et c'est l'objectif qui est donné aux pays en développement.
Alors maintenant, si on croise ces deux données, finalement, le lieu de développement durable, c'est-à-dire d'être en dessous des ressources donc, dans la capacité de la Terre à nous nourrir, donc une planète, en dessous d'une planète, et puis en termes de développement humain, au-dessus de 0,8. Alors quand on regarde comment se situent les pays, alors c'est des données qui datent un peu, mais elles n'ont pas beaucoup changé en positionnement, vous voyez que vous avez trois grandes catégories de pays. Ceux qui sont dans le quart supérieur gauche, qui sont des pays qui consomment, qui sont bien au-dessus de 0,8, donc qui sont développés, mais par contre, qui ont une empreinte écologique très forte. Et puis vous avez à droite, dans le cadran droite bas, vous avez au contraire des pays où le développement n'est pas suffisant, n'a pas atteint les 0,8. Et donc, finalement, il y a une toute petite partie de pays qui sont assez proches de la zone de développement durable, qui sont à la fois avec une empreinte mesurée et sont assez proches du niveau de développement attendu. Alors, en fait, quand on regarde bien, c'est bien la courbe de développement, le chemin de développement classique, celui qui est finalement un peu la dynamique, chacun cherchant à imiter les pays qui sont devant lui en termes de niveau économique, évidemment, nous éloigne de la trajectoire de développement durable. Et donc, en fait, la question du développement durable, c'est pour les pays industrialisés, développés, c'est principalement de réduire leur empreinte écologique. Et pour les pays en développement, c'est principalement d'augmenter leur niveau de vie, sans évidemment trop diverger vers la forte empreinte écologique. Donc c'est aussi une question de trajectoire de développement qui est posée à travers ces éléments. Alors en fait, la question est un petit peu plus compliquée. Donc si on regarde dans les pays les moins avancés, la question importante, c'est évidemment la lutte contre la pauvreté et l'accès aux besoins essentiels en matière d'eau, d'énergie et autres. Dans les pays en industrialisation, en transition industrielle, c'est une industrialisation qui soit propre et sobre. Hein. Les pays concernés, c'était la Chine, mais maintenant la Chine a bien progressé ici. Et puis pour les pays, donc dans nos pays, les pays développés, il y a réduire en moyenne l'empreinte écologique, mais aussi prendre en compte à l'intérieur du pays les fortes diversités de comportements et de niveau de vie. Donc il y a aussi la pauvreté dans les pays et donc on ne peut pas considérer uniquement la question de la performance environnementale, même dans les pays développés, mais aussi les questions économiques. Donc voilà la logique. Donc, alors j'ai oublié de vous dire, hein, si vous souhaitez des commentaires, poser des questions, vous le faites sur le chat. Et je vous donnerai la parole dans quelques instants si vous souhaitez avoir des compléments. Donc, pour finir cette première partie hein, le développement durable, eh bien, selon les pays, on a des problématiques qui sont assez différentes. Et que donc, la diversité des approches du développement durable tiennent compte de la diversité des points de vue, sachant que d'une certaine façon, l'objectif, c'est avoir en tête une sorte de convergence des niveaux de vie, même si c'est utopique, mais néanmoins, je dirais, c'est l'objectif, et donc de considérer bien comment finalement une ressource commune, alors qui est à travers l'empreinte écologique, la surface productive pour nous nourrir, comment elle se répartit et qu'il n'y ait pas d'accaparement finalement de ces ressources qui sont collectives et communes par tel ou tel. Donc c'est ça un peu la logique. Donc derrière le niveau de développement des pays, les en développement émergents et développés, eh bien vous voyez bien que les pays en développement, c'est principalement l'accès aux ressources. Mais à l'intérieur des pays en développement, vous avez une classe, souvent une classe riche, voire ultra riche, et que donc là, ils ont aussi leur propre responsabilité en termes de mode de vie. Et puis à l'opposé, dans les pays développés, il y a évidemment globalement le changement des modes de vie donc, qui ont le plus d'impact, une efficacité en règle générale, et tout de même l'accès aux ressources et aux besoins humains fondamentaux pour les plus pauvres. Donc vous voyez un peu la diversité des approches du développement durable. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de contradiction, il y a simplement un objectif commun.
Voilà, peut-être y a-t-il à ce niveau-là quelques commentaires ou quelques questions. Non, alors, attendez que je regarde. A priori, je ne vois pas dans le chat. Bon, je vois pas de commentaires pour l'instant dans le chat, donc je vous propose de continuer. Alors maintenant, je vais, alors je ne veux pas faire de la théorie, mais il y a quand même des approches, des connaissances, des approches, des questions qui sont particulières à la question du développement durable, et c'est d'ailleurs cela que je voulais développer avec vous aujourd'hui. Alors, il y a alors il y a la question dite des questions scalaires, donc les questions d'échelle, et qu'en fait, le développement durable implique de considérer des interactions entre les politiques, entre les activités, entre les acteurs, à travers des échelles et des niveaux à la fois temporels, spatiaux et organisationnels. C'est-à-dire que, notamment sur l'échelle temporelle, on voit bien que les questions qui se posent sont des questions de long terme. Alors aujourd'hui, on voit bien que la question qui est posée, c'est de définir des trajectoires de développement avec des échéances de résultats. Alors, les objectifs de développement durable des Nations Unies, c'est un objectif 2030 avec des objectifs de réalisation. Et puis, en matière de climat, bien, on vise la neutralité carbone, et par exemple en 2050. Donc la question est vraiment de dire quelles sont les trajectoires. C'est-à-dire le futur n'est plus quelque chose où on se dit qu'est-ce qui va se passer et comment on peut extrapoler les tendances passées, mais au contraire de repartir du futur vers lequel on veut aller et voir quelles sont les voies pour y participer, pour y parvenir, pardon. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'analyse rétrospective, en anglais le backcasting, je dirais un élément en dessus tout à l'heure, mais c'est vraiment cette échelle temporelle. Deuxième élément, c'est l'échelle géographique. On se retrouve avec des questions qui sont globales. Le changement climatique, c'est purement global, mais ça se traduit et donc on va retrouver au niveau global aussi les limites planétaires. Ça se traduit au niveau des pays, au niveau national, puisque c'est les pays qui contractent les engagements internationaux et qui doivent le traduire dans leur politique. Et puis, c'est souvent mis en œuvre au niveau local. Et donc, cette problématique géographique, donc d'échelle géographique, pose évidemment des problèmes très difficiles et nouveaux. On ne peut plus séparer les questions en disant la souveraineté nationale fait qu'on va s'intéresser uniquement à ce qui se passe dans notre pays. Non, il faut être impliqué dans des processus globaux et puis finalement ceux sur le terrain qui réalisent sont au niveau local et que donc il y a là une cohérence à avoir et cette cohérence entre les niveaux géographiques pose des problèmes nouveaux qui ne sont pas classiques dans la politique et dans l'approche traditionnelle de la politique. Donc, deux échelles. Alors là, j'ai une référence, vous aurez accès à la conférence sur le site du pôle, et j'ai mis à chaque fois, vous voyez dans la marge ici, les références, et là, il y a un excellent article assez important donc de 2006, justement sur ces questions d'échelle et d'interéchelle et de difficultés spécifiques. C'est vraiment une problématique spécifique du développement durable, c'est cette cohérence entre le long terme finalement et global et le court terme et le local d'une certaine façon. Donc ça, c'est une question et qui se traduit par plein de contraintes au niveau politique. Alors, pour donner un exemple de ce backcasting, de l'approche rétrospective, c'est-à-dire partir des besoins à long terme pour élaborer les voies d'y parvenir, je cite ici un schéma. Alors, je l'ai un petit peu remis au bout du jour en mettant 90, mais ce qui est un peu malheureux, c'est qu'en fait, il date de 1985. Donc, en fait, le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est souvent que tout a été dit à cette époque-là. C'est-à-dire qu'en fait, à partir des années 80 et puis 92, le Club de Rome, etc., tout a été à peu près dit, mais n'a pas été entendu. Et que donc aujourd'hui, on redécouvre un certain nombre d'approches, de réflexions qui étaient parfaitement dans le débat à l'époque, mais qui ne se sont pas traduits parce que c'était les scientifiques qui portaient ces points de vue et on n'observait pas dans le quotidien les choses, et donc les politiques n'y s'y seront pas réellement intéressés. Alors, ce que dit en fait cette approche, donc, c'est de dire finalement, on part, alors ici j'ai mis 1990, mais dans
dans le papier originel, c'était 80, je crois. Donc, il y a des secteurs industriels. Et en fait, la question, c'est ces secteurs confortent des besoins en habitat, en mobilité, en vêtements, en alimentation. Il y a les besoins réels. Et donc, vous voyez, on est sur les besoins. Et ce que disait à l'époque, je vous dis, en 85, ça, c'était écrit sous cette forme-là. En fait, il y a trois grands objectifs. Alors, c'était une perspective à 50 ans. Économie d'énergie et de matières premières de façon drastique. Fermeture des boucles de recyclage. Vous voyez, l'économie circulaire n'a rien inventé, hein, c'était déjà écrit. Et puis, pas de substances dangereuses dans l'environnement, donc c'est-à-dire vraiment une diminution importante des déchets et de la toxicité. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien cette idée de partir de 2040 avec ces objectifs et comment cela impacte finalement les besoins. Et donc, finalement, on a l'approche précédente, c'était quand même de partir d'une offre par secteur, donc les produits, les infrastructures, enfin, ça c'était l'offre. Et puis, de l'autre côté, c'est de partir des besoins et de la demande des produits et services. Et finalement, l'offre est conditionnée finalement aux besoins. Et d'ailleurs, c'est cette logique qui est prévue ou qui fait que dans l'objectif 12 donc des objectifs de développement durable 12, donc sur la stratégie donc de 2030 internationale, on parle de consommation et de production durable, donc qui vise à faire plus et mieux avec moins, et elle consiste également à découpler la croissance économique et la dégradation environnementale en accroissant l'efficience dans l'utilisation des ressources et en favorisant les modes de vie durables. Mais ce qui est intéressant, on met toujours consommation d'abord et production durable, ce qui n'est pas logique pour certains, puisqu'on commence par produire avant de consommer, mais là, ça veut dire que c'est la consommation qui est politiquement importante, c'est les besoins, les niveaux de vie, et la production doit être assujettie en fait à ces besoins. Et donc, il y a une sorte de basculement qui se fait depuis l'offre et la demande. Et aujourd'hui, on réfléchit par exemple beaucoup plus aux services. C'est-à-dire les produits sont couplés à un service. Et donc, il y a toute une économie, ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, qui vise à ne regarder que le service. Et simplement, on va mettre en phase des infrastructures, des produits qui, eux, donc sont moins perturbants pour l'environnement, consomment moins de ressources, mais pour obtenir ce service-là. Donc, il y a globalement un basculement vers les besoins, vers les services, vers la légèreté en fait de l'économie et de remise en cause finalement simplement les politiques pures d'offres et de marketing qui visent à créer des besoins artificiels ou supposés tels. Donc ça, c'est une approche globale qui me semble être importante dans le basculement conceptuel qu'a introduit le développement durable. Alors, il y a la question de la temporalité, hein, le temps. Alors, juste pour comprendre, hein, j'ai parlé tout à l'heure des échelles de temps, mais il faut voir que les différentes activités, donc là, il y a un certain nombre d'activités, et on voit ici la durée, en fait, de vie de ces investissements ou de ces infrastructures. Donc, effectivement, quand on fait de la culture, la rotation de culture est annuelle et que effectivement on peut, et c'est une des questions qui se posent aujourd'hui à travers l'adaptation au changement climatique, c'est d'adopter des modes culturels qui prennent moins enfin, qui sont plus résistants au changement climatique. Et donc sur des cultures annuelles, ben, on peut renouveler finalement la structure de la production agricole. Alors, avec des délais, mais néanmoins, c'est court terme. En revanche, l'arboriculture, on est déjà sur des délais plus longs. On peut penser sur la vigne, finalement, par exemple, donc, ou les arbres fruitiers, où là, on est dans des horizons qui touchent les 20 ans. Donc, ce qu'on va planter aujourd'hui sera productif pendant 20 ans, et donc, il y a là une échéance de temps plus long. Les comportements, alors ils ont mis ici 20 ans, c'est vrai que les comportements changent assez lentement, et puis vous avez différentes échelles, je ne vais pas toutes les lister, mais donc les grandes infrastructures, évidemment, vont être structurantes et vont durer longtemps. Donc c'est sûr que si aujourd'hui vous reconstruisez des autoroutes ou vous reconstruisez des structures urbaines qui sont
dépendante de la voiture, vous aurez beaucoup plus de mal à changer les modes de transport, etc. Donc, il y a des choix qu'on va faire aujourd'hui qui vont avoir des impacts sur la longue durée. C'est vrai aussi sur les bâtiments, par exemple, hein, qui ont une durée de vie, ici, ils ont mis en moyenne 70 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait une analyse de cycle de vie et qu'on prend en compte l'impact du bâtiment sur le climat notamment, eh bien, on doit prendre en compte les matériaux. Et quand on regarde des bâtiments qui ont les normes, bâtiments neufs qui ont les normes de la nouvelle réglementation en matière d'isolation et donc de consommation d'énergie, eh bien, la partie issue des matériaux est plus importante, même en l'amortissant sur 50 ans, que la consommation d'énergie du bâtiment. Donc, ça pose, ces questions temporelles posent une question entre l'investissement, le fonctionnement, la sobriété des choix que l'on fait et des choix qui sont structurants et donc engagent pour très longtemps. Donc voilà un peu cette question temporelle qui est illustrée de façon précise ici. Alors en fait, la question, ces questions que j'ai commencé à évoquer, induisent en fait deux ruptures très profondes dans les pratiques politiques et qui ne sont pas faites pour l'instant et qui, à mon avis, est la cause des problèmes, hein, c'est le fondement des problèmes que l'on a. C'est d'abord que les analyses et les connaissances scientifiques, que ce soit en matière climatique, de biodiversité et de santé, doivent servir de base aux politiques. Et donc, on le voit bien dans la crise, j'ai mis ici la santé, mais dans la crise de la Covid, c'est bien la question qui est posée. C'est-à-dire le comité scientifique et les scientifiques, avec tout le fait que les médias ne s'adressent pas toujours aux scientifiques, mais à ceux qui se proclament compétents et experts. Donc, ce n'est pas toujours ce qui a introduit une certaine cacophonie. Mais pratiquement, la question est quand même de décider sur des bases de la connaissance scientifique. Et évidemment, dans un système entre guillemets démocratique, il faudrait voir comment ces données scientifiques sont partagées par la société pour éclairer le citoyen. Sinon, donc, on pourrait parler de démocratie éclairée par la science. Or, on voit bien que le contexte des réseaux sociaux ne sont pas favorables à ça, puisque les fausses informations, les fakes et les bruits les plus incongrus circulent beaucoup plus facilement que la connaissance scientifique. Donc, c'est une vraie question dont on a vu qu'un tout petit aperçu avec la Covid, mais qui pose effectivement un problème de fond. Deuxième question qui est que les responsables politiques, à quelque niveau que ce soit, doivent se donner des obligations de résultat, et notamment des obligations de résultat sur une échelle de temps qui dépasse la durée de leur mandat. Or, en fait, toute la politique est sur donc des logiques de moyens. On va mettre tant de budget pour faire telle chose, on va construire telle infrastructure, donc dans des logiques de moyens. Mais l'évaluation n'existe pas. Il y a aujourd'hui donc il y a des plans qui existent, notamment en matière climatique au niveau des territoires, donc des plans climat territoriaux avec une traduction des objectifs globaux au niveau des territoires. J'habite un territoire à Saint-Étienne qui avait notamment dans les mandatures précédentes arrêté une stratégie 20-20-20 comme l'avait fixé l'Union européenne. Donc c'était à l'époque 20% de réduction des gaz à effet de serre, 20% d'économie d'énergie et 20% de production d'énergie renouvelable. C'était un peu l'objectif européen pour 2020. Et en fait, quand on fait le bilan, Saint-Étienne, c'est pareil dans la plupart des régions ou des villes, des agglomérations, eh bien, alors qu'on avait décidé de faire moins 20% sur les transports, eh bien, on a fait plus 17%. Ça n'a pas ému quiconque. Donc, en fait, on se donne des objectifs, mais il n'y a pas d'évaluation de la réalisation de ces objectifs. Il faudrait, en fait, pouvoir effectivement dire comment on va obtenir ces résultats et voir si, et évaluer au fur et à mesure de l'évolution du temps, si ces résultats sont atteints ou pas. Or, ce n'est pas du tout la problématique aujourd'hui. Donc, vous voyez que ces deux approches, donc
place de la science et la place de l'évaluation réelle des résultats n'est pas mis en œuvre, et notamment parce qu'on est dans des politiques qui s'appuient sur l'opinion. Donc c'est l'opinion donc qui prime, et c'est considéré comme étant la démocratie, c'est l'opinion qui prime sur la réalité des choses, qu'elles soient fondées par la science ou fondées par une évaluation réelle des objectifs et des impacts. Donc ça, c'est une problématique, et bon, ma petite expérience politique me fait comprendre que ce n'est pas le cas et que c'est loin d'être le cas, et on n'a pas encore pris conscience vraiment de ces ruptures qu'imposent finalement les questions que nous avons évoquées. Alors, il y a aussi une question de l'approche que l'on doit faire. Vous voyez que le grand débat qu'il y a actuellement sur le climat, c'est la bonne solution pour le climat, c'est de faire payer le carbone. Vous avez tous vu partout le débat sur la taxe carbone, sur le carbone, sur le carbone. Il faut se rappeler que le mouvement des Gilets jaunes est venu du fait que l'on voulait augmenter le prix du carburant en disant si on augmente le prix du carburant, eh bien les gens vont moins utiliser de carburant et puis ça va s'adapter, et donc on aura comme ça la loi de l'offre et de la demande va faire que ça fonctionne. Alors en fait c'est pas comme, enfin, ça pose des problèmes politiques, mais ça pose aussi la question, c'est que ceux qui vont se retrouver à payer une taxe plus élevés sur le carburant sont ceux qui habitent très loin de leur lieu de travail et qui ont été encouragés par tout un système économique de se localiser loin de leur travail pour être parce que le foncier est moins cher, parce qu'il y a des incitations d'accueil plus dans ces zones-là pour les maires, pour maintenir une école, il faut avoir donc un lotissement, voilà, enfin, il y a toute une logique, et qui fait que vous avez des gens qui sont coincés avec 2 voitures pour aller au travail et emmener leurs enfants à l'école, qui sont dans un système, évidemment, l'impact de la taxe carbone va les impacter directement, alors qu'ils n'ont plus de solution de repli, puisqu'ils ont investi, etc. Donc il y a quand même cette échelle, d'ailleurs, l'investissement, c'est une échelle temporelle. Vous avez donc en fait un système d'urbanisme, un système de l'économie du territoire, de l'organisation du territoire, des transports, etc., qui est aussi déterminant que simplement le prix du carbone. Et donc, il faut avoir une approche système, c'est-à-dire prendre en compte l'ensemble des déterminants, l'ensemble des systèmes, et aborder ces questions de façon systémique. Et là, on va avoir, quand on approche comme ça les systèmes, alors les systèmes, c'est quoi? C'est voir des éléments qui sont en interaction les uns avec les autres, qui produisent une logique de cohérence au niveau du système. Donc, prenant en compte la complexité de l'ensemble des acteurs et pas simplement la simplicité. Alors, ce qu'on nous dit avec les tenants du carbone, tout va être simple, il suffit de mettre le prix du carbone et puis ça y est, on aura les systèmes vertueux se déploieront tout seuls, ce qui est évidemment un peu absurde. Donc, un système, vous avez des éléments qui sont en rétroaction, qui ont des influences les unes sur les autres, et donc des rétroactions qui peuvent être positives ou négatives. Donc, il va y avoir des positives, ça peut créer d'ailleurs des emballements, et au niveau du système de la Terre, on sait bien qu'il y a certains types de phénomènes qui pourront s'emballer, c'est-à-dire plus il y en a, plus l'augmentation du changement climatique sera importante, et puis d'autres sont plutôt négatifs, mais il y en a peu sur le climat, tout est plutôt dans des rétroactions positives possibles. Donc on est dans ce qu'on appelle des causalités non linéaires, c'est-à-dire A, cause B, ça c'est la causalité classique, et tout le monde raisonne comme ça, je fais ci, voilà la conséquence, mais en fait, il y a des conséquences indirectes qui sont complexes. Pour prendre un exemple, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire qu'on va vous mettre une technologie qui est supposée résoudre un problème. Donc, vous allez avoir une voiture qui consomme moins d'énergie, donc on va baisser la consommation du moteur et on va faire beaucoup de progrès sur le moteur. Et puis, eh bien, l'effet rebond, c'est que puisque je consomme moins d'essence grâce au moteur, je vais avoir une voiture plus grosse.
et que donc en fait, je vais toujours consommer autant d'énergie parce que l'investissement de productivité qui a été fait sur le moteur, moi, au lieu de le mettre pour moins consommer d'énergie, je le mets plutôt pour avoir une voiture plus grosse et puis pour rouler plus loin. Et que donc, en fait, il y a derrière donc des effets, c'est-à-dire vous résolvez le problème, mais en fait, ce problème va induire d'autres problèmes et ça va être neutralisé par le changement à une autre échelle. C'est-à-dire que aussi, ça coûte moins cher de se transporter, eh bien, je vais aller plus loin. Et donc, et on voit d'ailleurs que pendant des années et des années, les investissements qui étaient faits en matière de transport, d'infrastructures de transport au niveau des collectivités, n'ont pas été mises à gagner du temps sur les transports, mais pour aller plus loin en matière de transport. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont investi la productivité du système de transport, l'ont investi pas du tout pour économiser, mais au contraire pour aller plus loin. Et que donc, en fait, une nouvelle infrastructure nourrit une nouvelle infrastructure. C'est-à-dire qu'il y a une logique. Donc, il y a bien des niveaux de réflexion au niveau du système où on comprend que des choix individuels ne peuvent pas être la solution. Or, aujourd'hui, regardez sur le changement climatique, on va vous dire que la solution à la voiture, c'est la voiture électrique. Et on a tout résolu avec la voiture électrique, sans voir que la voiture électrique a des tas d'impacts. Et puis, c'est encourager d'une certaine façon des mobilités et donc de l'utilisation aussi de terre, parce que les infrastructures, c'est de l'artificialisation des terres, et donc ça a des impacts ailleurs. Donc on est en matière systémique, il y a à la fois ces impacts qui peuvent être à d'autres échelles, et puis aussi des impacts sur d'autres variables environnementales. C'est bien pour ça qu'on fait de l'éco-conception, en prenant l'analyse de cycle de vie du système, pour regarder effectivement l'ensemble des questions environnementales, et puis l'amont, donc les matières premières, et l'aval, la fin de vie. Donc vous voyez que cette approche complexe nécessite une approche de la complexité, une approche système, et donc c'est une autre culture de comprendre les problèmes. Quatrième, puisque j'avais long terme, court terme, et puis là j'avais la complexité, et il y a en fait la question de la compétition et de la coopération. C'est-à-dire que le modèle un peu traditionnel de l'économie, hein, et de la concurrence, c'est en fait c'est le moteur du progrès, c'est la compétition qui fait le progrès. Avec une sorte de darwinisme social en disant finalement, dans la sélection naturelle de Darwin, la compétition pour les ressources fait le progrès, et c'est pareil aussi pour le marché. Alors en fait, il y a quand même, pour gérer des biens publics, des biens collectifs, et donc pour gérer les questions de développement durable, il y a aussi la nécessité et l'efficacité d'ailleurs de mettre en place des processus de coopération. C'est-à-dire des processus où les acteurs, bien qu'ils soient en compétition, peuvent coopérer à certains niveaux pour certaines choses. Et donc c'est vrai que ce changement donc au niveau de la coopération, c'est pas simplement une illusion gentille, mais effectivement c'est très productif parce que on voit que par exemple entre des entreprises qui sont en compétition, il peut y avoir des coopérations. Alors c'est vrai par exemple pour les clusters et au niveau économique, hein, sur le fait que dans certaines régions se concentrent des entreprises qui sont sur le même domaine, qui sont donc en concurrence, mais qui, parce qu'elles partagent le même espace, vont partager une main-d'œuvre et vont finalement, globalement, avoir des mécanismes de coopération qui vont être un soutien à leur économie. Donc ça a été vu dans l'économie territoriale, mais en règle générale, c'est notamment pour ouvrir de nouveaux marchés, donc le changement collectif. Moi, je travaille effectivement avec Construction 21 pour reprendre cette association, où on a des entreprises qui sont en concurrence les unes avec les autres. On a des constructeurs, on a des énergéticiens, on a différents acteurs, mais qui sont intéressés à modifier ensemble un peu les règles du jeu, d'organiser le marché différemment, de développer des normes, des approches, qui vont changer le marché, qui vont changer les conditions de la concurrence.
Donc, alors certains ont appelé ce processus la coopétition, hein, en mariant le mot coopération avec le mot compétition, mais c'est à mon avis un élément important d'avancer. Et d'ailleurs, le, le schéma que je vous donnais tout à l'heure sur empreinte écologique et niveau de vie, et donc indicateur de développement humain, c'était d'une certaine façon de dire le développement durable, c'est concilier à la fois le développement et l'environnement, c'est-à-dire d'être à la fois gagnant sur l'environnement et gagnant sur le niveau de développement. Donc cette question, alors ça a l'air, ce que je viens de vous dire, peut-être un peu théorique, hein, l'approche système ou les processus de coopération, mais pratiquement, c'est ça qui permet de fonder de nouvelles approches politiques. Alors c'est ce qu'on appelle, d'une certaine façon, la gouvernance, hein. Donc les politiques publiques devraient plus, alors elles le font hein, en partie, donc il y a effectivement sur un certain nombre de questions, il y a la zone de consensus, c'est-à-dire de consensus où tout le monde va gagner quelque chose, hein, donc c'est le gagnant-gagnant, hein, donc ça c'est très bien quand on peut trouver des solutions gagnant-gagnantes, et il y en a, mais il faut les chercher, hein, mais il y en a. Ensuite, vous avez des domaines contractuels, c'est-à-dire j'ai un avantage là et vous avez un autre avantage, et on contractualise pour finalement retrouver un jeu où chacun gagne quelque chose, mais peut perdre aussi un petit peu, mais le contrat permet d'avancer. Et puis évidemment, il y a des questions où on n'arrive pas à trouver de gagnant-gagnant, et donc c'est les institutions qui doivent arbitrer et donner à chacun je dirais, ce qui lui revient en matière d'accès aux ressources ou de comportement. Donc, là encore, cette approche, oui, je disais tout à l'heure que la politique et les politiques doivent être à la fois prendre en compte le long terme, être fondées sur des données scientifiques, mais il y a aussi là cette façon d'aborder les parties prenantes et les acteurs pour tirer le maximum de connaissances, d'acquérir finalement un peu de la légitimité aussi au niveau des actions qui sont menées. Donc on arrive et on va le retrouver quand on regardera la responsabilité sociétale, c'est aussi un peu de la même nature, cette nécessité de prendre en compte les parties prenantes qui ont chacun des intérêts, mais aussi des informations, peuvent fournir des solutions, et donc c'est une façon un peu différente d'aborder la politique et les processus. Alors tout ceci est plus ou moins mis en place et fait partie donc quand on met en place le forum là sur le climat, on va former les citoyens à la science, donc c'est une façon de les former, d'avoir la gouvernance, enfin la démocratie éclairée que j'évoquais tout à l'heure. Donc il y a des bribes je dirais, d'évolution, mais quand même le modèle du développement durable est lui assez exigeant dans ces renouvellements un peu profonds. Et alors, on remarque ce que je viens de vous dire, on le retrouve dans différents pays. C'est vraiment des approches qui sont, je dirais, nécessaires au niveau global. Alors, je vais finir sur, après, je vous parlerai de science après, et du principe de précaution, mais pour finir cette partie sur les échelles, etc., c'est la question du développement durable de la RSE, puisque je reparlerai de RSE la fois prochaine dans un mois. En fait, on parle de développement durable au niveau global. Au niveau global de la planète, on voit bien que c'est l'enjeu, puisqu'on est sur les limites écologiques, on est sur une politique globale, comment on utilise les ressources de la planète et comment on préserve effectivement les équilibres principaux. On peut aussi parler de développement durable au niveau des pays ou des collectivités locales, enfin au niveau d'espace où se posent les problèmes de limites de ressources. Donc, c'est lié à des ressources. Et là, on se pose la question sur un territoire de la contribution de toutes les organisations, de tous les acteurs de ce territoire. Et donc, il y a un moment, on fait le bilan, quoi. Donc là, on est sur le développement durable. En revanche, si on commence à parler d'organisation ou d'entreprise, ça ne peut pas être, on ne peut pas dire qu'une entreprise est durable. Une entreprise contribue au développement durable, elle a un rôle
qui dans le collectif du territoire ou du pays ou de la planète, rentre dans la ligne, dans une équation de durabilité, mais elle ne peut faire qu'une contribution, puisque chacun n'a qu'une partie du sujet. Donc il y a bien là une logique différente. C'est pour ça qu'on parle des responsabilités sociétales. Alors moi j'aime aussi parler de la responsabilité individuelle, puisque on est aussi lié aux consommations individuelles, mais l'individu, il est à la fois citoyen, donc il va voter. On parlait tout à l'heure du changement des politiques et comment on peut les amener à changer. C'est le citoyen qui peut interpeller les politiques et par l'urne encourager ceux qui l'encouragent à aller dans ce sens-là. Mais aussi il y a l'employé. Quand vous êtes un professionnel dans l'entreprise, eh bien vous pouvez être acteur du changement dans cette entreprise et donc de participer à votre niveau à ce changement, puisque y compris quand les entreprises elles-mêmes veulent s'engager, elles ont souvent aussi besoin d'avoir l'engagement de leur propre, pour soutenir même une politique, même si elle est décidée au niveau de la direction, il faut bien que tout le monde y participe. Donc l'individu est aussi employé. Et enfin, l'individu est consommateur. Il vote avec le caddie, il vote avec sa consommation. Donc en fait, la question c'est comment tout ça, alors j'ai pris cette image des poupées russes. Alors j'ai réussi à trouver des poupées qui étaient de différentes ethnies, parce qu'au début j'avais que des blondes russes, et donc effectivement on m'avait dit que c'était pas voilà. Donc j'ai réussi à trouver des poupées russes, mais l'objectif de l'image, c'est de dire que tout ça doit s'emboîter. Il doit y avoir une cohérence d'ensemble. Et comment on fait que les objectifs un peu globaux, en termes de limites planétaires ou de limites sur des territoires, des ressources, donc sur lesquels on va avoir des engagements chiffrés, c'est qu'on va faire la somme de tous les comportements pour qu'on rentre dans l'équation, c'est la somme des émissions de gaz à effet de serre, on peut faire ce qu'on veut, c'est la somme qui est l'objectif, et elle vient des acteurs, soit les organisations ou les individus, qui eux vont contribuer. Donc là, il y a comment on passe, normalement ici on est sur le développement durable, là on est sur la responsabilité, mais comment on intègre tout ça, et c'est l'objectif, on en reparlera quand on parlera un peu de l'évaluation, mais c'est l'objectif justement de la durabilité absolue dont je parlais tout à l'heure, qui vise en fait à dire ces engagements chiffrés qu'on a au niveau d'un pays, au niveau d'une collectivité, comment ils se traduisent au niveau des individus, au niveau des organisations. Et donc à ce moment-là, à quel niveau on contribue aux objectifs. Et donc ça veut dire qu'on va, affecter une partie de l'impact global à mon activité, à moi, et sur quelle base, entre guillemets, politique. Alors pour l'individu, c'est simple, hein, c'est ce qu'on fait à travers l'empreinte écologique. Hein, on dit globalement, voilà, on a droit à une planète, ça veut dire, ou pour l'effet de serre, on a globalement droit à temps, combien ça se traduit par habitant. Donc c'est une allocation qui se fait. Alors on a publié un article partant des données d'ailleurs de Casino, qui est un des soutiens du pôle depuis des années, qui est membre partenaire. La contribution donc du portefeuille alimentaire, hein, donc de Casino, mais ça peut être un portefeuille alimentaire général, hein, puisqu'il n'est pas très différent de ce que mangent les Français, et bien de regarder sur les limites écologiques le lien. Donc en affectant, j'ai droit à ma part de consommation de ces limites écologiques, et combien est-ce que telle consommation de la viande, de ci, de ça, comment ça contribue. Et donc là, il y a une publication scientifique qui montre où on dépasse les limites. Et par exemple, la consommation de toute la filière bovine et le lait est sans doute en matière alimentaire l'impact en matière climat et espace le plus important. Donc, il y a bien une différence. C'est ce que je souhaitais, je dirais, illustrer comme idée, c'est qu'il y a bien deux choses. Il y a le moment où on fait le bilan complet et qu'on va confronter finalement la somme de tous les comportements, de toutes les consommations, de tout au niveau d'un espace donné, donc d'usage de ressources. Et là, on a des seuils
d'utilisation et on va avoir des limites absolues. Et puis d'autre part, un niveau de responsabilité où là on est en contribution, mais c'est par rapport à je dirais, un indicateur, des indicateurs un peu secondaires, qu'on arrive à dire est-ce que je suis sur une ligne de durabilité ou pas en tant qu'entreprise. Dans le cas de Casino, ben, on a identifié que globalement, le nombre de personnes qui dépendaient, enfin qui étaient la part de marché de Casino et donc le nombre de personnes et le bol alimentaire qu'elles ont, et de pouvoir affecter en fait leur quota à l'entreprise et à son portefeuille alimentaire. Alors, je vais finir par la question scientifique, parce que derrière, j'ai dit l'importance de la science pour donner les solutions. On le voit bien que le GIEC, hein, donc l'IPCC en anglais, donc les experts du climat se sont réunis pour sortir des diagnostics partagés, fiables au niveau scientifique, et de faire des recommandations aux décideurs. Donc ça, c'est évidemment tout à fait important et qui est vraiment la base même de tout ce qu'on peut faire au niveau de politique climatique, c'est de s'appuyer sur la science. C'est vrai aussi sur la biodiversité. On a tardé à mettre en place un organisme du même niveau, mais on a maintenant un organisme scientifique aussi pour la biodiversité. Donc voilà, donc la science se fait. Alors l'UNESCO a proposé, parce que bon, là, la science du climat, on voit bien, hein, c'est regarder comment fonctionne le climat en fonction de la concentration de gaz à effet de serre. Et donc, il y a la modélisation du climat. Ensuite, on va dire, ben, en fonction des réponses climatologiques, les précipitations, les températures dans les régions, etc. Donc, on va modéliser tout ça et savoir des impacts sur la culture, sur enfin, différents impacts qu'on peut prévoir grâce à ces modélisations. Alors après, il y a les solutions qui vont être mises en place. Donc le GIEC est structuré en trois parties. Une partie diagnostic général, une partie impact et puis une partie solution. Il est structuré de cette façon-là. Donc c'est très pluridisciplinaire puisqu'il y a des approches qui sont différentes. Et donc l'UNESCO propose de généraliser un peu la question de la science à travers ce qu'ils appellent la science de la durabilité, qui sont les activités d'enseignement et de recherche qui génèrent des connaissances et des technologies nouvelles, de l'innovation et une compréhension globale permettant aux sociétés de mieux relever les défis de la durabilité. Donc, alors c'est une activité qui est disciplinaire, mais aussi interdisciplinaire ou transdisciplinaire. Donc, elle peut être axée sur la production de connaissances fondamentales, mais aussi sur les applications technologiques ou l'innovation socio-culturelle, ainsi que sur de nouvelles formes de gouvernance et de nouveaux modèles sociaux et économiques. Alors, là, on a un problème. Alors, la fin de la définition, c'est l'expression à la fois de la liberté des chercheurs et de leur responsabilité à l'égard des enjeux de la société. Et là, on a un énorme problème pour faire émerger cette science de la durabilité. En France, on est complètement bloqué par des approches disciplinaires et que donc, je ne vais pas témoigner ici des difficultés rencontrées, mais c'est vraiment une question aujourd'hui d'émergence d'une approche où la science peut aider à beaucoup plus dans les solutions et dans des diagnostics beaucoup plus fins et partagés au niveau de la société. Donc ça, c'est une question de l'apport de la science qui est une vraie question qui est posée. Alors deuxièmement, il y a le problème, et je finirai là-dessus, qui est le problème de la science qui est pas assez fondée et avec des risques graves ou irréversibles. Et donc, c'est le principe de précaution. Donc là, je tire cet élément d'un papier que j'avais écrit en 97, donc c'est pas récent. Il y a eu beaucoup de suites depuis, puisque le principe de précaution est inscrit un peu partout dans les textes. Je finirai dessus. Mais en fait, la question est, il y a deux échelles. Il y a l'impact élevé et irréversible, c'est-à-dire il y a un certain nombre de questions qui relèvent effectivement de risques graves, irréversibles, c'est-à-dire une fois qu'on aura la réalisation du dommage, on ne pourra pas revenir en arrière. Et puis, et le niveau de connaissance scientifique. Donc, il y a l'inconnu, c'est-à-dire on ne sait pas. Alors, ça ne veut pas dire que le soit complètement inconnu, mais on a des éléments
d'alerte, mais on n'a aucune connaissance scientifique. Et donc, là, si on n'a pas du tout d'éléments, eh ben, on ne va pas agir parce qu'il n'y a rien. Ce n'est pas donc l'opinion publique ou tel bruit sur les médias sociaux qui vont être pris en compte. En revanche, à partir d'un moment, on a, je dirais, un domaine où c'est mal connu. La science n'est pas fondée, elle n'arrive pas à donner à fonder une action extrêmement fondée scientifiquement. Et donc, ce domaine mal connu, il faut se poser la question, est-ce que c'est des risques d'impact élevé, irréversibles, ou c'est simplement des risques faibles? Et donc, bon, si c'est des risques faibles, comme c'est mal connu, on ne veut pas agir. Mais là, on doit, ici, dans cette zone-là, agir en application du principe de précaution parce qu'il y a un risque grave et irréversible. Et puis, ensuite, il y a le domaine où on est connu, où c'est connu scientifiquement. Et donc là, on est dans la prévention. C'est-à-dire que si c'est connu, c'est-à-dire qu'on sait faire une évaluation des risques, on sait faire une corrélation entre une action et la diminution du risque. Ça peut être assuré, par exemple. Et donc, on est là dans une logique de prévention. Alors, ce qui est difficile dans cette affaire-là, c'est que ici, c'est le domaine d'activité, l'inconnu, c'est le domaine des scientifiques, c'est la recherche. On va essayer de trouver des arguments et des données. Par contre, le principe de précaution, ça mélange les scientifiques et les politiques. Hein, c'est-à-dire que ça se fait c'est en élaboration des deux côtés en même temps. Et puis enfin, évidemment, quand c'est connu, à ce moment-là, les politiques ont tous les éléments de choix, c'est eux qui disent quels sont les risques qui sont acceptables ou pas acceptables, mais on sait ce que sont ces risques. Et donc, tout le problème du principe de précaution est dans cette zone difficile. Et donc, alors on a retrouvé, je n'ai pas ici mis la définition, parce qu'on la trouve assez facilement partout du principe de précaution, mais la précaution, on l'a vu dans la déclaration de Rio en 92, hein, c'était un des principes de la conférence de Rio. Ça a été repris dans la charte de l'environnement, après un débat un peu houleux, c'est au niveau européen dans le traité de Lisbonne, et ça a été aussi inscrit au niveau de l'ISO 26000, dans la norme ISO 26000, j'en parlerai donc la fois prochaine. Et puis, en revanche, la prévention, elle est aussi dans le traité de Maastricht, dans la loi Barnier en 95, elle est aussi dans le principe, dans la charte de l'environnement et dans l'ISO 26000. Et donc, il y a une forte différence entre les deux. Le problème, et je finirai là-dessus, c'est que ce principe de précaution est, je dirais, évoqué pour tout et n'importe quoi, et que donc il y a effectivement un risque de blocage sur des critères qui ne sont pas rationnels. Il y a quand même derrière la décision d'appliquer le principe de précaution, il y a quand même une certaine rationalité. On s'appuie sur des données sérieuses, scientifiques, même si la science ne sait pas certaines choses, elle en sait quand même suffisamment pour envisager la plausibilité d'un certain nombre de risques. Et donc là, on est dans un domaine un peu difficile. Et alors nous, on avait souhaité, parce que j'étais dans la charte, j'étais des rédacteurs de la charte de l'environnement avec donc la commission Coppens, avec Dominique Bourg, et on avait défendu, nous, que l'application du principe de précaution impose au pouvoir public de mettre en place un programme de recherche pour lever autant que possible les inconnus en matière scientifique. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire cela. Et donc, on a une décision sur le principe de précaution qui est uniquement due à une expertise et à un choix politique. Et je pense que là, on a loupé un peu la chose. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut abandonner le principe de précaution, mais je pense qu'il faut y mettre plus de science. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Je vais vous remercier donc de votre auditoire et pour certains d'entre vous de votre participation. Donc je rappelle que cette séance s'intègre dans un module assez long avec un certain nombre de conférences qui sont accessibles sur le site donc du pôle. La prochaine, alors il faudrait que je reprenne la première. Voilà.
le plan, voilà. Hein, donc la prochaine aura lieu le 30 septembre. Et puis vous voyez derrière, on aura les problématiques liées au reporting et à la communication. Là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer hein, aujourd'hui, notamment avec la taxonomie européenne et avec la prise un peu de pouvoir de la finance pour le contrôle avec des impacts. Là, il y a des groupes de travail qui se réunissent à la FNOR, je participerai là, prochainement début septembre. Donc là, il y a beaucoup de choses qui bougent effectivement sur ces questions de reporting et de rendu compte. Après, on parlera d'innovation, les systèmes produits-services. Enfin bon, il y a un certain nombre de sujets qu'on aura l'occasion de voir par la suite. Alors, les conférences étaient réservées aux adhérents. On a décidé de les ouvrir progressivement. Et donc, je pense que parmi ceux qui assistent aujourd'hui, hein, ne sont pas adhérents. Donc, les anciennes conférences vont être mises en ligne et donc, il y aura accès à l'ensemble au fur et à mesure. Je vous remercie de votre participation et puis donc, à bientôt. Et n'hésitez pas à contacter le pôle si vous avez des questions donc, vous avez une équipe de professionnels à votre disposition pour l'intégration de l'environnement dans les produits, les services et les approches qui sont conjointes à tout ça. Merci de votre attention et je vous remercie.